Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, je veux vous parler des droits des personnes intersexes. Il y a quelques semaines, après avoir parlé sur Instagram de la proposition de loi de Laurence Van Sunbrock visant à interdire les thérapies de conversion que subissent encore certaines personnes LGBTQ+, en France, j'ai reçu un message privé. C'était Gabrielle, du collectif Intersexes et Alliés, qui m'interpellait sur l'absence totale de dispositions à l'égard des personnes intersexes dans ce texte de loi. Ouh là là, mais ça va être technique. Moi j'ai le cerveau en vacances, je vais rien comprendre. Attends, non, promis, je vais m'efforcer de rendre tout ce contenu accessible. Et en plus, à la fin, je te donne quelques pistes pour agir sur ce sujet ultra important. Donc pour commencer, j'ai demandé à Gabrielle de m'expliquer quelle est la situation des personnes intersexes en France aujourd'hui. Pour te donner une idée, il y en aurait à peu près autant que de personnes ayant un jumeau ou une jumelle. Elle m'a répondu au téléphone comme tous les intervenants et intervenantes de cette vidéo. Intersexe, ou ce qu'on appelle en français intersexuation, ce sont des variations des caractéristiques sexuelles qui ne répondent pas à ce qu'on attend généralement, donc aux normes types du masculin ou du féminin. Tout ça, en fait, ça forge, si tu veux, tout un tas de familles de variations qui intègrent dans la littérature médicale, malheureusement, ce que eux appellent des anomalies du développement sexuel ou des troubles du développement sexuel, en anglais disorder of sex development. Nous, en fait, en miroir, on dit, en fait, ce ne sont pas donc des maladies, ce sont des variations saines du vivant, mais par contre qui se situe en fait au niveau des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires. Donc comment est-ce qu'on se définit intersexe? C'est quand en fait à l'aune de cette définition on a rencontré une forme d'invalidation médicale très forte. Ce sera jamais nommé comme quelque chose d'intersexe, ce sera pas nommé intersexe ou intersexuation par les médecins. Ça va être un syndrome, ça va être une maladie très clairement, et éventuellement avec les médecins les plus ouverts, on parvient à parler, en tout cas à dépathologiser leur vocabulaire, et du coup ils empruntent une autre terminologie qui est celle de variation du développement sexuel, les VDS. Nous, voilà, on va dire que c'est un compromis entre eux et nous, entre certains médecins plus tolérants qui s'engagent dans cette voie de dépathologisation sur cette terminologie-là. Et éventuellement, quand la personne a fait ce travail-là et elle comprend en fait que du fait de cette variation, elle a fait l'objet d'une forme d'invalidation, et même parfois du coup d'une forme d'effacement en fait des caractéristiques sexuelles, de l'atypie, on va dire. Et à ce moment-là, certaines parviennent à dire qu'elles sont intersexes. Ces variations peuvent donc être multiples. Ça peut être au niveau des gonades, donc les testicules ou les ovaires, ça peut être au niveau des hormones, ça peut se manifester visuellement ou pas. Parfois, on le voit sur les organes génitaux à la naissance, parfois on le découvre parce qu'on n'a pas ses règles à l'adolescence, parfois parce qu'on n'arrive pas à faire un enfant à l'âge adulte. Gabrielle m'explique son combat avec le collectif Intersexes et Alliés. Ce contre quoi on se bat, c'est clairement en fait l'ensemble des traitements non consentis et non cruciaux qui sont faits sur les enfants concernés par une variation du développement sexuel. Des traitements qui ont pour finalité d'effacer, de corriger la variation. Ça va être des chirurgies, ça va être des hormonothérapies, par exemple, et ce à différents âges, qui ont pour but, une fois qu'on a assigné un genre à l'enfant, de mettre en conformité son anatomie, c'est vraiment son anatomie générale, pas que génitale, avec son identité de genre. L'identité de genre qu'on a choisie pour lui ou elle. Ces protocoles médicaux, qui peuvent consister à réduire un clitoris jugé trop grand, allonger la verge, créer un vagin, sont donc appliqués dès l'enfance, à un âge où la personne concernée n'est pas en capacité de donner son avis éclairé sur la question. Les parents donnent leur accord, mais ce qu'explique Gabrielle, c'est que très souvent, ils sont mal informés sur les alternatives. On leur dit qu'il faut faire l'opération au plus vite pour le bien de leur enfant, les embarquant alors dans un procédé médical qui va durer souvent toute une vie, puisqu'il va falloir faire perdurer le traitement hormonal ou faire grandir les organes génitaux avec l'enfant au fur et à mesure en ajoutant de nouvelles opérations. C'est traumatisant physiquement mais aussi psychologiquement, puisqu'en tant que personne intersexe, on est systématiquement désigné comme malade. En mai, sur Twitter, de nombreux témoignages racontaient ces traumatismes. Pourtant, dans l'immense majorité des cas, le corps fonctionne très bien comme ça, même s'il est atypique, unique en fait, comme tous les corps humains. C'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de la cosmétique et qui répondent à des questions de correspondance, on va dire, à la binarité du genre. Mais en aucun cas, dans tout ça, en fait, ça constitue une urgence vitale. Il y a même souvent des formes de mensonges qui sont flagrants, maintenant qui sont même démentis par des études. On va leur dire qu'il faut castrer parce qu'il y a un risque de dégénérescence gonadique, donc c'est-à-dire d'un risque de cancer. C'est des risques de cancer qui sont très très faibles. Et en gros, il équivaut par exemple au fait de
si tu as un enfant et que dans ta famille il y a des femmes qui ont un cancer du sein, la question c'est est-ce qu'on enlève ses seins à ta fille? C'est vraiment ça. Non, on va pas lui enlever. Éventuellement, plus tard, elle fera le choix, si le risque est trop grand, de se les faire enlever. Bref, les associations comme le collectif Intersexe et Alliés réclament que ces pratiques cessent. Au cours des derniers mois, elles ont essayé de faire bouger la situation grâce à la loi bioéthique, en s'alliant avec des majorités de l'opposition comme de la majorité. Ouh, c'est là qu'elles commencent à utiliser des termes juridiques compliqués. Malheur. Du calme, petit point technique. Pour situer, la loi bioéthique, c'est la loi qui a trait à la biologie et à l'éthique. Jusque-là, ça va. En fait, elle consiste à faire évoluer un certain nombre de pratiques médicales en lien avec les évolutions de la société. Par exemple, c'est celle-ci qui devrait permettre de légaliser la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les couples de femmes et les femmes seules. Elle a commencé par être discutée à l'automne 2019 à l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, et en ce moment même, elle revient à l'Assemblée nationale pour sa deuxième lecture avant d'être adoptée définitivement. Lors de ces discussions, les députés et sénateurs peuvent proposer des modifications du texte de loi. C'est ce qu'on appelle les amendements. C'est un peu la dernière chance d'utiliser cette loi pour faire évoluer les pratiques. Parmi les députés qui soutiennent le collectif Intersexe et Alliés, il y a Bastien Lachaud, de la France Insoumise, qui avait déposé des amendements avec d'autres pour accéder aux demandes de l'association. Nous avons travaillé avec le collectif Intersexe et Alliés parce que ce collectif était porteur d'une proposition de loi pour en finir avec ces actes de torture sur les enfants intersexes. En fait, c'était un amendement qui visait à interdire tout acte de conformisation sociale des enfants nés intersexes. Donc l'idée, c'était vraiment d'interdire ces pratiques en nécessité vitale. Nous avions l'espoir que le gouvernement puisse bouger. Parce que toutes les institutions internationales ont condamné ces actes qui sont pratiqués en France comme étant des actes de torture. Donc nous avions pour nous le droit international. Oui, je ne l'ai pas encore dit, mais l'ONU, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Parlement européen, le Conseil d'État, le Comité consultatif national d'éthique ou encore le Défenseur des droits, et j'en passe, ont tous fait des rapports demandant l'interdiction de ces pratiques, considérées comme de la torture au regard du droit international. Pour l'ONU, il s'agit même de condamnations de l'État français, même si elles sont non contraignantes. Pourtant, les discussions avec le gouvernement ont échoué et n'ont abouti à aucune interdiction des pratiques, mais plutôt à une organisation de la prise en charge. Le gouvernement n'a rien voulu entendre. La seule chose qu'ils ont concédé, c'est un amendement qui contraint en fait les praticiens à consulter les centres spécialisés sur ces questions avant de mener une opération. On pourrait considérer que c'est un progrès, mais comme les centres spécialisés en France sont tous des centres qui prônent des opérations très rapides, on n'est pas vraiment sûr que ce soit un progrès en tant que tel. Gabriel me le confirme. Il faut comprendre aussi d'abord le niveau d'institutionnalisation qui existe en France sur justement la prise en charge des variations du développement sexuel. En France, on est l'un des pays qui a le plus institutionnalisé ça. On a créé des centres d'expertise, des centres de référence, il y a aussi des centres de compétences. On a formé des médecins à savoir détecter et on a systématisé la prise en charge. Donc on sait que dans ces centres-là, on opère. On a appris que la ministre avait reçu les chirurgiens et les chirurgiennes et qui en gros avait admis qu'elle ferait rien passer, quoi. Donc ce faisant, elle a juste essayé de renforcer l'institutionnalisation et c'est exactement l'objet de l'amendement qui finalement a été adoubé par le gouvernement. Donc c'est terrible, on a presque obtenu le contraire de ce qu'on voulait. Tout le monde ne pense pas que c'est strictement un recul à l'image du député La République En Marche, Raphaël Gérard. Son collaborateur parlementaire, Thomas Norbert, m'a expliqué qu'il y avait du bon à prendre, comme le fait par exemple qu'une commission pluridisciplinaire soit chargée de lister toutes les options thérapeutiques possibles. Ils vont devoir justifier pourquoi ils conseillent d'opérer, ce qui permet d'éclairer la décision des parents et de leur faire comprendre que la seule option possible, c'est pas l'opération chirurgicale et qu'il est possible en fait d'attendre ou de différer dans le temps les opérations. Pour lui, c'est une solution en attendant que l'état du débat public évolue sur la question. Aujourd'hui, c'est un débat qui est ultra récent. L'état des discussions et du débat public aujourd'hui ne permet pas d'envisager une démédicalisation de la prise en charge en fait. La position de Raphaël Gérard, c'est la même position que le Conseil d'État. Mais aujourd'hui, dans le cadre du débat, il n'y a pas de majorité pour cette solution-là. Toujours est-il que tous les députés de la majorité ne comptent pas laisser tomber. Monsieur Mbaye, élu du Val-de-Marne et juriste spécialisé en bioéthique, compte, comme Monsieur Lachaud et d'autres, déposer de nouveaux amendements lors des discussions sur la loi bioéthique qui arriveront à l'Assemblée nationale, normalement à partir du 12 juillet. Le but, comme me l'avait d'ailleurs expliqué Gabriel, c'est d'inscrire une sorte de rappel à la loi dans le texte, car en réalité, ces actes sont déjà interdits. Les gens qui pratiquent ce genre d'actes-là font fi de ce que la loi prévoit en matière d'éthique et en matière de consentement. J'ai l'impression que pour eux,
consentement des parents vaut la justification de l'acte. Mais attention, je veux dire encore une fois, c'est pas un acte médical qui sauve, c'est un acte médical qui modifie. Et c'est là toute la difficulté et toute la différence qu'il faut avoir. Mais attends, pourquoi elle a commencé par me parler de la loi sur les thérapies de conversion alors qu'on n'en a pas encore dit un mot ? Patience, on y arrive. Si la loi bioéthique n'inclut pas les dispositions réclamées entre autres par le collectif Intersexe et Alliés, il va bien falloir continuer le combat d'une autre manière. Or, quand Gabrielle m'avait écrit au sujet de la loi de Laurence von Sunbrock, elle avait eu cette formule très claire pour m'expliquer que les protocoles médicaux qu'on impose aux enfants intersexes peuvent être considérés comme des thérapies de conversion. Si on pense la thérapie de conversion comme un procédé médical qui vise à réparer une déviance, alors on doit le faire. Cela s'inscrit comme une dépathologisation de ce qui a été pensé comme une pathologie, une déviance par le corps médical, non conforme à la norme, l'orientation sexuelle, la transidentité, les variations intersexes. Alors, j'ai demandé à l'instigatrice de cette loi, Laurence von Sunbrock, si c'était envisageable. Là, si vous voulez, on peut pas faire de lien entre l'orientation sexuelle, l'identité de genre et le fait d'être intersexe. Ce sont vraiment trois sujets vraiment différents. Une personne intersexe, c'est un enfant, un bébé qui naît et qui a un problème d'organe sexuel, voilà, qui ne s'est pas développé correctement, on va dire, et où parfois c'est encore bien plus compliqué, parce que parfois c'est une question d'hormones. Enfin voilà, c'est un sujet vraiment très vaste et je ne pense pas en fait que ça rentre dans ce cadre. A contrario, je comptais bien revenir justement vers ce collectif. Pour réintégrer en fait des amendements, reproposer des choses justement sur les intersexes. Mais là, en l'occurrence, lier ce sujet de l'intersexuation aux thérapies de conversion, au changement d'orientation sexuelle ou de genre, il n'y a pas vraiment de lien en fait. Bon, des liens, on peut en faire en réalité, même si ça fait débat. J'en ai parlé avec l'avocate Maître Petkova ainsi que Benjamin Moron-Puech, docteur en droit, tous deux spécialistes des questions d'intersexe et membres d'Alter Corpus. Tous deux sont d'accord pour dire que ces protocoles médicaux peuvent être considérés comme des thérapies de conversion et il y a deux raisons à cela. Donc c'est une thérapie de conversion à un double égard, au regard de la conversion recherchée vers une orientation sexuelle, au regard de la conversion recherchée vers une identité de genre. Au regard de l'orientation sexuelle, certains des actes chirurgicaux réalisés sur les enfants intersexués ne visent pas simplement à prétendument les assigner dans un sexe, mais visent à définir la forme de leur organe sexuel dans l'objectif de favoriser des individus hétérosexuels. On les dote ainsi d'un vagin qui soit suffisamment profond pour être pénétrable. Donc ça, c'est pour les thérapies de l'orientation sexuelle, de conversion d'orientation sexuelle, et vous avez celle sur l'identité de genre, qui consiste à enlever du corps de l'enfant tout trait physique qui pourrait l'amener à douter de son rattachement à la catégorie de genre masculine ou féminine, d'une part, donc une réponse médicale, et d'autre part, l'encouragement des parents à élever l'enfant dans le genre qui aura été choisi après ces opérations médicales, dont il faut rappeler quels sont le préalable nécessaire à l'inscription du sexe de l'enfant à l'état civil. Et ce sexe de l'enfant, il est inscrit une fois que les opérations qui permettent de résoudre l'indétermination ont été réalisées. Or, ce sexe de l'enfant, c'est le genre dans lequel il sera élevé plus tard. Donc, en ce sens, les opérations médicales et les conseils qui sont délivrés par une partie du corps médical quant à l'éducation de l'enfant participent de thérapies de conversion d'identité de genre. Vous l'aurez compris, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. D'ailleurs, le député Mbaye, dont je vous parlais plus tôt, spécialiste en droit de la bioéthique, a un avis divergent. En droit, il y a toujours des écoles différentes. On peut effectivement discuter de l'analyse que font ces juristes-là, mais c'est pour moi, ce n'est que la conséquence de l'acte qui a modifié. Pour passer peut-être à la vitesse supérieure, il faut déposer cette proposition de loi qui serait peut-être un acte beaucoup plus fort en montrant qu'il y a des parlementaires qui sont attachés à ce que le cadre normatif soit modifié et que, oui, qu'on puisse respecter à la lettre ce que la loi dit et notamment ce que le code civil nous dit à ce sujet. En gros, on ne manque pas de propositions pour faire évoluer les pratiques, mais la bataille est loin d'être gagnée. On fait face effectivement à un gouvernement qui fait corps avec les médecins, qui eux-mêmes font bloc sur leurs arguments, au point que l'institutionnalisation qui est dénoncée par les personnes intersexes risque d'être renforcée si la loi bioéthique est votée en l'état actuel. Ok, mais du coup,
Pourquoi les médecins, ils veulent continuer de faire ça si on leur dit que c'est de la torture? Excellente question, merci de l'avoir posée. Je n'ai pas la réponse. Alors j'ai demandé à Michal Raz, qui a fait sa thèse sur l'institutionnalisation des pratiques médicales concernant les personnes intersexes. Les revendications et les témoignages de certaines personnes intersexes qui les critiquent, ils trouvent souvent que c'est une sorte de minorité qui a mal vécu et qui essaye de parler en nom de tous les intersexes, mais qui ne les représente pas parce qu'il y aurait une sorte de majorité silencieuse qui serait en fait contente de ce qui leur a été fait. La question des parents est très importante. Ça, c'est des théories psychanalytiques qui sont très fortement ancrées dans la médecine française, qui est que les parents, pour avoir un attachement parental, affectif, ils ont besoin d'avoir une idée claire du sexe de leur enfant. Il y a la question de penser qu'en fait, même si opérer, c'est pas forcément idéal, ne pas opérer aurait été pire. Ils sont incapables de le démontrer. Parce qu'en plus, on peut pas comparer à des gens qui auraient pas été opérés parce que quasi tout le monde a été opéré depuis les années 60-70. En fait, les gens, ils répondent pas trop à ces questions, à ces études. Ou alors, les personnes qui répondent, qui sont donc très peu, c'est aussi celles qui ont gardé le contact avec leur médecin et donc qui sont plutôt contentes, ou qui vont pas être forcément celles qui ont subi des lourdes conséquences et qui ont juste coupé. Et puis, je pense que sur le plan global de la société, on a peut-être parfois l'impression qu'on est plus ouvert sur les questions de genre et de sexualité. Mais dans la réalité sociale des choses, que ce soit les médecins ou les parents qu'ils rencontrent, les gens cherchent quand même encore une sorte de point de référence à la normalité, vouloir que son enfant soit normal sur le point du genre, du sexe, de sa sexualité. Ces médecins ne sont pas encore vraiment formés non plus aux questions de genre et aux études de genre et à tout ce qui a été un peu aussi déconstruit sur la binarité. Il y a aussi un besoin, une légitimité de la société qui demande aux médecins de faire quelque chose, d'intervenir. Parfois, peut-être ils essayent sans doute certains de faire au mieux, mais ils sont encore dans le faire. Dans le faire, alors que selon la formule consacrée, il est urgent d'attendre avant de faire quoi que ce soit, justement. Et pour mettre un point final au dernier argument défendu par les médecins, comme quoi c'est fini aujourd'hui, ces opérations, on ne les pratique plus, eh bien sachez que Benjamin Moron-Puech, le docteur en droit dont je vous parlais tout à l'heure, a eu accès dans le cadre de ses recherches aux données de santé. Et il a constaté, grâce à celle-ci, que chaque année entre 2006 et 2018, plusieurs milliers d'opérations de ce type s'étaient produites. Je vous mets dans la description la source de cette information avec d'autres documents pour approfondir le sujet. Si cette situation vous paraît injuste, inqualifiable, vous pouvez par exemple signer la pétition lancée par le collectif Intersexe et Alliés lors d'une campagne il y a 2 ans. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à écrire à votre député pour lui demander de prendre position et de défendre les droits des personnes intersexes. Ça ne prend pas énormément de temps et au final, j'ai constaté au fil de mes entretiens que pour l'heure, le rapport de force dans la société penche encore en faveur des médecins. Mais lorsque la société dans son ensemble sera au courant de ces problématiques, lorsque les élus le constateront, alors peut-être on pourra faire bouger les choses. C'est pourquoi vous pouvez aussi partager cette vidéo, la sensibilisation c'est important. Quant à nous, on se retrouve ici, bientôt. En attendant, prenez soin de vous.